Quantum Leap. So we have one last speaker, which is waiting for us. Alexandra, tu es là? Alexandra. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. C'est super. Alors, merci Alexandra. Tu veux le présenter? Voilà. Donc, Alexandra Henrion-Caude est vraiment une figure française dans la génétique. Elle a, comme nous tous, un peu eu des ennuis à parler dans la vérité, dans la science, disons pas la vérité, mais la science, et d'expliquer les choses. Et on est très contente, Alexandra, que tu as pu te libérer. Elle devait être là, mais pour des raisons familiales, tu n'as pas pu être là. Mais on est très content. Tu vas parler donc de la santé dans le génome et dans le vaccin. Je vais le faire aussi en anglais. So Alexandra Henrion-Caude est donc généticienne. Elle est très connue en France. Elle a également eu la bourse Eisenhower, qui est un prix prestigieux. Très peu de scientifiques français l'ont. Et c'est une chose qu'elle nous expliquera pour faciliter l'échange de sciences et de culture. C'est une chose très prestigieuse. Et elle a créé, elle est la dirigeante de recherche de Simplissima, qui est un institut de recherche international. Tu peux expliquer, Alexandra? Je te laisse expliquer. Alors, je t'en prie, merci d'être là. Tu as un sujet très important et délicat à nous exposer, que nous attendons avec impatience. Merci beaucoup, Astrid. Je ne sais pas si je dois m'exprimer en français ou en anglais. Il est vrai que l'habitude pour nous tous est de procéder en anglais. Je vous remercie vivement d'avoir mis en place un programme aussi fantastique et génial qui nous permet de parler de science, de parler librement de notre domaine d'expertise. Et je dois dire que ces échanges libres me manquent beaucoup. Alors que d'autres scientifiques vous défient et que vous avez ces échanges ping-pong. Donc, juste pour donner un petit aperçu de ce que je fais à l'Institut de recherche Simplissima, c'est en fait très opportun. L'idée était de trouver des solutions simples, des solutions de santé simples qui pourraient être des solutions éthiques, durables à faible coût. Mais en gros, ce que nous voyons actuellement, ce sont les stratégies les plus compliquées ou le moins appropriées ou les moins éthiques. Donc, pour commencer ma présentation, je vais partager mon écran, mais je ne peux pas partager mon écran. Si, je peux y arriver. Excusez-moi pour ce problème technique. Partagez votre écran. Voilà, c'est fait. Comment c'est? Vous voyez bien? C'est bien, vous pouvez y aller. C'est bien. D'accord. Donc pour commencer, je vais vous dire ce que nous faisons normalement en science. En science, nous avons cet énorme fossé que vous voyez sur la photo. Et nous sommes assez fous pour penser que nous pouvons combler ce fossé avec un tel pont. Et le pont étant celui de la connaissance. Et évidemment, c'est un défi très difficile que nous relevons tous en faisant de la science. Et pour ce faire, nous prenons ce que nous avons,
c'est-à-dire la matière que j'appellerais la science commune, et nous visons à combler le fossé grâce à des découvertes, idéalement grandes, qui sont des percées, et un certain nombre de ces percées créent le chemin de la connaissance afin d'atteindre l'esprit de la science extraordinaire. Et pour moi, l'esprit est l'inspiration. L'inspiration de la théorie que nous avons dans la science sont les lois que nous mettons en place dans la science. Cela signifie que cette théorie ou ces lois, les lois sont notre terrain d'entente, mais la théorie est comme un plafond que l'on veut briser à un moment donné, parce que nous savons tous que c'est une théorie et que donc nous n'en avons pas la preuve. Einstein a élaboré une théorie, Darwin a élaboré une théorie, et ce sont là des exemples très inspirants à une époque de l'histoire. Et l'idée est vraiment de jeter un pont entre les époques vers telle ou telle théorie, ou vers d'autres théories. Et donc, évidemment, il n'y a pas de consensus scientifique pur. Et je dis cela parce qu'en France, la décision de notre gouvernement a été de mettre en place une, disons, organisation du moins en termes scientifiques de consensus, en réaction à ce qui s'est passé pour faire face à des gens comme moi qui ont émis une voix qui était un peu différente de toutes les voix qui furent entendues tout le temps. J'ai un écho. How can I do that? Okay. Ok, It seems to me il me semble that there is a big qu'il y a un grand décalage entre ce que je dis et ce que j'entends. I hear a sound back. J'entends un son en retour. How can I do that? Is there a way Y a-t-il un moyen pour que je n'ai pas d'écho? It seems to me that there is a big lag between what I say and what I hear. I hear a sound back. Can we fix that? Peut-on arranger ça? Is there a way I can fix Si it? c'est loin, je peux arranger ça? Tu entends une voix en arrière? Yeah, I hear a sound. Oui, j'entends un écho en arrière très lointain et c'est très dérangeant. Non, quand je t'entends, c'est parfait, mais quand je parle, il y a un espèce d'écho de moi, de ma propre voix, avec un énorme décalage. C'est le retour. Mais pas quand on est en. Ouais, pas quand on tu est as en le réel, premier comme zoom, alors c'est peut-être pour ça. Hein? Du coup, je sais pas. Attends 2 secondes, ils sont en train de regarder la table mixage. Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste pour savoir. Il est là. C'est bon? Je continue? Oui, tu peux continuer. Non, t'entends bien. Bon, ok. Alors. Donc, le Covid-19, il y a évidemment beaucoup à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le Covid-19, il y a eu une série de malentendus. Et ces malentendus sont basés sur le fait que nous avons un récit qui est fait de lacunes. Donc, comme vous avez vu, ma façon d'appréhender la science et la façon dont nous avançons petit à petit, pas à pas. Et bien sûr, lorsque nous faisons face à une nouvelle crise, nous avons beaucoup d'inconnus. L'idée n'est pas de cacher ces inconnus, mais de les garder en transparence pour les gens. Et je crois qu'il y a eu
quelques problèmes ici, parce que certains scientifiques étaient dans une démarche de compréhension et d'autres sur une autre histoire. Il n'y a donc pas de conspiration ou quoi que ce soit d'autre en science. Nous sommes juste des aveugles qui essaient de tâtonner pour faire la lumière sur quelque chose que nous ne connaissons pas. Ce que je dis est donc en fait très lourd de conséquences. Voyons ce que nous avons fait avec cette crise Covid-19. Nous redéfinissons le mot pandémie. En effet, en tant que scientifiques, nous avions compris que la pandémie avait une composante de gravité, ce qui signifie qu'elle devait être non seulement une maladie contagieuse, mais aussi grave en termes de taux de létalité. Et c'est quelque chose dont on peut discuter dès aujourd'hui. Et la question est venue du fait que l'Organisation mondiale de la santé, en 2009, avait une définition qui a évolué avec le temps. Et évidemment, si nous revenons à cette définition, qui dit en fait qu'une pandémie est considérée lorsqu'un nouveau virus émerge chez les humains et qu'une immunité minimale ou nulle de la population a été observée, qu'il a entraîné des maladies graves, une morbidité, une mortalité élevée et qu'il se transmet facilement d'une personne à l'autre. Nous constatons donc qu'un certain nombre de critères sont remplis ici. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nous avons révisé le taux de létalité à un pourcentage qui soulève sérieusement la question des causes de maladies graves et de mortalité élevée. Car nous avons atteint un pourcentage similaire à celui de la grippe. Donc, en règle générale, si nous révisons la définition à partir d'aujourd'hui, sommes-nous toujours dans un cas d'urgence sanitaire? Est-ce que nous continuons à faire toutes ces choses que nous faisons actuellement? Donc pour moi, pour les avocats et pour les personnes qui veulent changer la situation, qui est quelque peu désespérée pour un grand nombre de personnes, nous devons commencer par là. Cette situation est tout à fait critique. Et si nous avons une compréhension révisée de l'état de la pandémie à partir d'aujourd'hui, nous avons là la clé pour moi d'un grand nombre de questions auxquelles nous sommes confrontés. Second point, c'est le RTQ-PCR qui a été utilisé à tort comme test de diagnostic, alors que nous savions parfaitement qu'il n'aurait pas dû être fait de cette façon, car le RTQ-PCR aurait dû être juste une étape. Si nous avions fait le RTQ-PCR et ensuite séquencé, nous aurions pu suivre ce qui se passait sur les différentes souches et savoir à quoi nous avions vraiment affaire et que nous faisions face à des cas de patients SARS-CoV-2, COVID-19. Il s'agit d'un point essentiel que le tribunal portugais a en fait souligné comme étant un test non adapté. Et il y a également un certain nombre de déclarations par le biais du CDC. Et nous savons à différents stades qu'il était erroné de l'utiliser comme un test dynamique. C'est là encore la base d'un certain nombre de décisions. Redéfinition des traitements. Il est évident que nous avons un certain nombre de médecins dans le monde entier qui avaient soutenu leur observation selon lesquelles les macrolides étaient une excellente solution. L'hydroxychloroquine, l'ivermectine, et le fait est qu'ils ont été redéfinis comme ne devant pas être utilisés. Interdits étant très très mauvais.
Nous sommes à nouveau confrontés à une incompréhension. Pourquoi mettre en place un vaccin? Parce qu'une fois encore, les vaccins sont en train d'être redéfinis. Ils ne sont pas des vaccins comme ceux que nous utilisons ou développons actuellement. Ces vaccins sont différents. La redéfinition est également basée sur la stratégie. La stratégie dit que vous devez porter des masques. Mais si les masques sont efficaces, pourquoi devons-nous supporter une distance que le gouvernement français a demandé d'être de 1,50 m à partir d'aujourd'hui? Et donc, si le masque et la distance sont efficaces, pourquoi sommes-nous confinés? Et si le masque, la distance et le confinement sont efficaces, pourquoi passons-nous maintenant à la stratégie de vaccination? Nous voyons donc ici qu'il y a manifestement quelque chose qui ne va pas dans toute cette dynamique. La dernière chose que je voulais soulever concernant les incompréhensions, mais bien plus encore, c'est l'évolution des paramètres d'évaluation de la crise. Nous continuons donc à modifier les paramètres et nous ne parlons pas le même langage. Et bien sûr, les scientifiques n'étaient pas d'accord. Parce que pour moi, typiquement, un bon paramètre pour évaluer la gravité d'une épidémie, c'est l'excès de mortalité. Apparemment, personne n'utilise ce paramètre qui est, sur une société, ce qu'il est souhaitable de viser et évaluer. Et un autre paramètre que nous avons mis en place en France, comme étant un paramètre très puissant pour être dans l'anticipation, mais qui n'est pas utilisé comme un compteur fiable, est l'analyse des eaux usées. Et dans les eaux usées, vous pouvez évaluer la présence de l'ARN de SARS-CoV-2 et anticiper les cas dans une zone particulière. C'est donc un outil innovant, fantastique. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne l'utilisent pas, car il semble vraiment fiable. Très bien. Je vais continuer parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je vais passer à la partie qui est importante. Savoir le fait que ces vaccins, du moins ce qu'on appelle des vaccins, je préfère parler de vaccins expérimentaux génétiquement modifiés, parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Ils impactent notre génétique. Et c'est très important parce qu'il faut comprendre et avoir une vision actualisée de nos connaissances actuelles sur le génome, sur notre hérédité. Et ne pas considérer que l'ARN messager est quelque chose de très statique et de très idéal, qui fait exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Qu'est-ce que l'hérédité? L'hérédité n'est pas seulement basée sur la génétique, mais elle est également basée sur l'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique? Les généticiens ont maintenant compris de quoi il s'agit. Si nous prenons ces deux abeilles, l'une est une reine sur le côté gauche, l'autre est une ouvrière sur le côté droit. Elles ont le même ADN, c'est-à-dire qu'elles ont la même génétique. Pourtant, vous voyez qu'elles ont l'air d'avoir une morphologie assez différente. L'abdomen n'a pas les mêmes rayures, la taille, le comportement et les organes ne sont pas les mêmes. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'hérédité est uniquement liée à la génétique? Non. Cela signifie qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, assez intéressante, concerne l'épigénétique. Ce qui fait que ces abeilles semblent si différentes, la reine et l'ouvrière, et se comportent si différemment, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire les changements
que l'environnement apporte à votre information génomique. Nous parlons donc d'ADN ou d'ARN et même, depuis peu, du facteur de circulation qui influence toute votre épigénétique. Le génome humain n'est donc pas seulement dans votre noyau, mais aussi dans vos mitochondries. Et donc, pour vous donner un aperçu de ce qu'est le génome humain dans le noyau, c'est une chose assez complexe, comme vous pouvez le voir. Quand nous disons que nous savons tout sur nos gènes, nous parlons toujours de ce rectangle rouge tout à droite en bas, d'1% des séquences codant les protéines. Ce sont vos soi-disant gènes. Tout le reste est essentiellement de l'inconnu. Fondamentalement, la fantastique fluidité de notre complexité, et il est composé, et je dois souligner le fait que 8 à 9% de notre génome actuellement est composé de séquences virales. En fait, nous interagissons tout le temps avec des bactéries et des virus, et nous avons cette interaction, et nous trouvons même dans notre génome des séquences de virus. Dans ce soi-disant ADN poubelle, qui n'est pas les 1% de la pointe de l'iceberg, le rouge est très intéressant, car il s'agit d'un diagramme de taf thématique en 2007, où sont représentées les différentes espèces des prokaryotes aux eucaryotes simples, des vertébrés aux humains, à l'extrême droite de la barre rouge. En fait, qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas fait un tracé en fonction de la complexité. C'est une complexité croissante. Ils ont juste tracé le rapport entre l'ADN non codant et l'ADN total. Ce qui signifie que dans cette fantastique part de ces séquences inconnues, vous avez la complexité du vivant qui va des prokaryotes aux simples porteurs, les champignons, les plantes, les vertébrés. C'est donc absolument fantastique et cela devrait nous amener à une conclusion, à savoir que nous devons être vraiment humbles quant à notre compréhension de ce que nous faisons lorsqu'il s'agit de notre génome. La deuxième chose que je veux partager, c'est que le dessin animé qui explique en gros ce qu'est un gène, et qu'un gène est beaucoup plus complexe que ça. Nous parlons là ici du 1% que vous avez vu, le 1%. Mais même ce 1% est beaucoup plus complexe que ce que nous présentons. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les millefeuilles pour les gâteaux en France, mais pour moi, c'est un millefeuille. Donc, quand vous pensez que c'est un gène, à l'intérieur du gène, vous avez un grand nombre de séquences d'ARN qui sont intégrées dans votre gène et qui en fait sont très importantes dans la cellule pour apporter un flux d'informations. Donc, quand nous parlons d'ARN messager, nous avons pris toutes ces informations qui sont intégrées dans la séquence. Que savons-nous de plus sur la biologie de l'ARN? C'est que la biologie de l'ARN nous apporte un certain nombre d'informations sur la manière dont cet ARN peut fonctionner. Et cet ARN ne peut fonctionner dans ce sens où nous avons la possibilité qu'il induise un remodelage de la chromatine et des modifications des histones, donc par le biais de différentes interactions. Vous avez une interaction ARN-ARN et cela apporte beaucoup de cascades de régulation. Vous avez une interaction avec les protéines et vous pouvez vous faire à l'idée qu'elles sont en fait les précurseurs d'autres petits ARN non codants. Comment peut-on voir ces différents petits ARN? Ils sont comme les freins dans votre Ferrari. Si vous modifiez un de ces câbles de vos freins, vous pensez que vous êtes en sécurité
car votre Ferrari peut toujours être utilisé. Ces câbles sont en fait le mode de fonctionnement du micro-ARN. Ils apportent le pouvoir d'inhibition à votre système. Et ils peuvent être d'origine virale ou de votre propre origine. Et si vous coupez un de ces câbles et que vous vous rendez compte qu'un enfant traverse la route, vous voulez maintenant freiner et vous n'avez plus le meilleur fonctionnement sur votre freinage. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de conséquences peuvent ne pas être visibles immédiatement, mais peuvent l'être à long terme, parce que vous devez faire face à une situation où vous avez vraiment besoin de ce bon fonctionnement de votre micro-ARN à ce moment précis. Un autre aspect que je peux porter à votre attention est que l'hypothèse courante était que l'ADN était copié sur l'ARN et que tout était simple. Mais en fait, c'est au-delà de cela, parce que votre ARN peut être modifié, et cela est connu depuis 1986. Et depuis, nos connaissances sur ce sujet ont été améliorées, sur lesquelles d'autres transversions pourraient être faites sur cette particularité de l'ARN en 2014 et en 2016. Il faut donc comprendre que la séquence d'ARN n'est pas quelque chose de complètement stable et qu'elle peut être modifiée d'un grand nombre de façons que nous ne connaissons pas encore. Nous savons que cela existe, mais nous ne savons pas comment c'est activé. Compte tenu de cette connaissance fantastique, qui je pense fait évoluer complètement notre compréhension du génome et notre compréhension de l'hérédité, nous mettons en place à la hâte ces procédures expérimentales pour mettre au point des vaccins génétiques, des vaccins génétiquement modifiés à l'échelle mondiale. C'est là que réside le souci. C'est là que réside le souci. Ce souci et cette inquiétude sont que, à cause de cette évolution précipitée, tout événement indésirable grave, au lieu d'être observé pendant 24 mois, comme c'est normalement le cas, a été ramené à 6 mois. Dans les 6 mois, ils observeront les événements indésirables graves à cause d'une procédure expérimentale accélérée. Nous voyons donc que quelque chose va dans la mauvaise direction. Nous voyons immédiatement que, vous savez, nous devons mettre tout notre cœur de scientifique, car nous devons partager ce que nous savons. Et nous devons dire que la voie que nous suivons est dangereuse. La plupart, sinon toutes, les stratégies de vaccination qui sont résumées dans ce tableau n'ont jamais été utilisées chez l'homme et la plupart du temps n'ont pas non plus été testées sur des animaux. Il s'agit là encore d'une préoccupation sérieuse, car non seulement elles sont appliquées à la hâte, mais elles n'ont jamais été utilisées et n'ont jamais vraiment fait l'objet d'une expérience ou de tests complets sur les animaux. Vous avez différents types de vaccins. Vous avez les vaccins OGM, vous avez les vaccins ARN messagers, vous avez les vaccins ADN, et il existe des spécificités dans les différentes nanoparticules recombinantes des vaccins, en utilisant même différentes cellules végétales. Vous savez, une grande variété de nombreux paramètres qui sont complètement nouveaux. Donc, pour résumer, je ne sais pas combien il reste de temps, Astrid. Je n'ai pas regardé l'heure, j'aurais dû regarder. Oui, c'est bon. Tu as 5-10 minutes. D'accord, super. Alors oui, merci. Je résume donc ici. Certains des défis actuels auxquels nous sommes confrontés
Le premier défi que je vois est l'indication d'une politique de santé publique en ce qui concerne les vaccins Covid-19. Compte tenu de ce que Pascal a présenté et de ce que d'autres médecins ont présenté, nous avons un certain nombre de traitements qui existent et qui donnent de très bons résultats. Et donc, compte tenu de cet aspect, et compte tenu du fait que nous avons eu d'autres épidémies comme la grippe H1N1 ou d'autres épidémies, et nous avons réalisé, après la disparition des épidémies, que la stratégie d'une politique de santé publique de vaccination n'était pas la solution. Nous devrions tirer les leçons de notre expérience passée. Et par conséquent, nous devrions fortement insister sur l'application d'une politique de santé publique concernant la stratégie de vaccination Covid-19. Ce qui veut dire que je pense que le fait de développer un vaccin comme une solution est une solution qu'il faut appréhender avec toutes les indications. En général, il me semble que les cas graves de Covid-19 sont un problème que nous n'avons pas encore vraiment bien résolu. C'est pourquoi nous aurions dû nous concentrer sur ces cas graves. Cela n'a pas été prévu de cette manière. Aucune connaissance n'a été discutée au départ. Aucune discussion n'a eu lieu. Aucune discussion n'a eu lieu sur les raisons pour lesquelles nous devrions mettre en place une stratégie mondiale de vaccination. C'est une discussion qui doit avoir lieu. Et c'est probablement la raison pour laquelle un grand nombre de personnes, disons pour la moitié au moins en France, ne veulent pas se faire vacciner. Je pense que parce qu'il n'y a pas eu de débat, ils ne comprennent pas pourquoi tout le monde devrait aller se faire vacciner. Et en effet, nous devons débattre, informer, faire comprendre, éduquer avec une politique de santé publique de vaccination, si c'est le cas. Ou si c'est plutôt une vaccination pour une certaine catégorie de personnes. C'est le premier point. Deuxièmement, les personnes qui reçoivent actuellement les vaccins sont-elles informées qu'elles sont inscrites dans un protocole biomédical? C'est une question que je soulève. Et la raison en est que les essais cliniques sont toujours en cours. Les essais cliniques de tous les laboratoires que je vous ai montrés sur les différentes stratégies sont en cours. Pourtant, les gens sont vaccinés et, d'après ce que j'ai compris, ils ne sont pas informés qu'ils sont enrôlés dans un protocole biomédical. Il y a là une forte discussion éthique à avoir. Autre discussion. Information auprès des gens sur les risques spécifiques des anticoronavirus. Ceci est très bien expliqué dans l'article de droite qui a été publié récemment et qui reprend les propos de Cardozo et Visi de New York qui disent qu'il faut informer les sujets des essais du vaccin et du risque que les vaccins Covid-19 aggravent la maladie clinique. Et ce qu'ils disent essentiellement dans cet article, c'est que nous devons,
compte tenu de notre expérience passée en matière de vaccination contre les coronavirus, informer spécifiquement le patient que les risques sont que cela aggrave la maladie clinique. Comment cela se passe-t-il? En fait, c'est basé sur un phénomène appelé renforcement dépendant des anticorps. Et ce renforcement dépendant des anticorps fait que, oui, vous avez peut-être produit des anticorps, mais ces anticorps, au lieu de neutraliser en fait la maladie, auront en fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils faciliteront l'entrée du virus dans votre cellule. Et même parfois vont faciliter aussi la réplication des virus. C'est une très grande préoccupation qui explique pourquoi il n'y a jamais eu de vaccination approuvée sur aucun coronavirus, sur aucun SRAS. Et c'est quelque chose qui devrait être porté à la connaissance de la population. L'autre problème que j'ai et que nous devrions tous savoir, que j'ai personnellement, et nous devrions tous l'avoir, c'est le fait que la population ciblée ne soit jamais définie comme des groupes d'études dans les essais cliniques. C'est une préoccupation qui a poussé le docteur Adouchi à publier cet article dans le journal médical britannique, dont il est le rédacteur en chef adjoint. Et il pose actuellement la question suivante. Le vaccin Covid-19 sauverait-il des vies? C'est la question qu'il faut se poser. La question se trouve dans les essais en cours et est destinée à nous le dire. C'est donc une fois de plus une très très grande préoccupation que nous devrions avoir. Oups, j'ai fait une mauvaise manipulation. Désolée. Voilà, c'est bon. La population ciblée n'est donc pas définie comme un groupe d'études et la population ciblée est donnée comme exemple comme étant les personnes à risque, mais elles n'ont pas été définies comme un groupe d'études sur lequel ils évalueraient spécifiquement la vaccination. Autre aspect, la modification génétique. Oui ou non? Je ne sais pas dans les autres pays, mais en France, il semble y avoir un consensus total. Ces vaccins ne vont pas changer et n'apportent aucune modification génétique. Je me demande donc de quoi nous parlons. Et c'est encore un grand malentendu qui nous ramène à la base. Nous parlons typiquement du vaccin à ARN messager, de la stratégie Pfizer, BioNTech ou Moderna. Ces vaccins à ARN messager, ces vaccins expérimentaux génétiquement modifiés, sont conçus pour vous, pour que les humains commence à produire une protéine qui n'a jamais été produite auparavant. Il ne s'agit donc pas d'une modification génétique. Je dois donc dire que je ne joue pas les imbéciles, mais j'essaie simplement de comprendre comment ces gens peuvent dire qu'ils ne modifient pas votre génome, alors qu'ils apportent à votre corps une information dont votre corps ne dispose pas et qu'il n'est pas producteur industriel d'une protéine spécialiste de ce virus. C'est un problème. Maintenant, outre le fait que vous allez produire une protéine que vous n'avez jamais produite auparavant, il pourrait avoir le moyen et l'espoir qu'elle déclenche une réponse immunologique. Et apparemment, l'efficacité de la synthèse d'anticorps de manière notable.
Mais ces anticorps sont maintenant des anticorps facilitateurs ou des anticorps neutralisants? Personne ne sait. Et cela revient à cet article de Cardozo que j'ai mentionné. Quel est le risque spécifique d'aggravation de la maladie avec les anticoronavirus? La modification que l'ARN messager peut apporter, et ses dégâts en d'autres termes, je ne vois pas comment elle ne pourrait pas avoir un impact sur l'épigénétique de votre cellule. Parce que, comme vous avez vu mon introduction du dessin animé, sur la fantastique fluidité et aussi sur les modifications que l'ARN apporte à l'intérieur de la cellule, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cet ARN messager n'ait pas d'influence épigénétique sur vos cellules. Pour moi, ce n'est pas raisonnable. Et cela va complètement à l'encontre de toutes les fantastiques améliorations que nous avons apportées à nos connaissances et de tous les écrits qui ont été publiés sur SARS-CoV-2 et sur l'épigénétique au cours du dernier mois, qui est une énorme part d'écriture dans le domaine. Je ne vois donc pas comment il ne pourrait y avoir un impact de modification. Maintenant, en ce qui concerne la modification de votre ADN, on peut craindre que vos cellules aient une transcriptase inverse, parce que vous êtes peut-être séropositif, ou parce que d'autres virus vous fournissent une transcriptase inverse. Votre ARN messager peut devenir un ADN et modifier votre génome. Il faut prévoir cette possibilité et donc l'étudier. Malheureusement, je n'ai pas vu que la génotoxicité des paramètres génétiques figurait dans la liste des choses à étudier. Il y a d'autres préoccupations, mais je ne veux pas toutes les exposer. Ceci est pour vous donner un aperçu de la complexité que nous avons en ce moment. L'ADN est transcrit en ARN. L'ARN est traduit en protéines. Mais vous avez la possibilité, par le biais d'autres ARN, de donner la possibilité à l'ADN de répliquer l'ARN, d'utiliser également l'auto-amplification des protéines ribosomiques avec des amorces d'une certaine autoreproduction. C'est d'un niveau très complexe, mais il faut envisager le fait que cet ADN sera modifié. Et c'est ce qu'on appelle votre épigénome. Cet ARN est modifié, c'est votre épitranscriptome. Ces protéines sont modifiées et c'est votre épiprotéome. Et tout cela peut être transféré à la génération suivante. Alors, désolé. Donc, pour conclure, je dirais qu'un vaccin... Eh bien, mes questions sont comment pouvons-nous produire ou ne pas produire et mettre en place des campagnes de vaccination alors que les vaccins n'ont pas été conçus pour les cas graves de Covid-19 et n'ont pas été conçus pour prévenir la transmission d'homme à homme. Peut-on les appeler des vaccins? Et un vaccin génétiquement modifié qui est complètement expérimental peut-il être appelé à nouveau un vaccin? Ou bien le mot expérimental doit-il toujours être associé au mot vaccin? Et aussi avec le mot génétiquement modifié, car il s'agit de stratégies totalement nouvelles qui n'ont jamais été appliquées à l'homme et qui peuvent avoir un grand nombre de conséquences. L'innovation est formidable et c'est pourquoi nous, moi, Astrid, nous tous les scientifiques travaillons. L'innovation n'est pourtant pas toujours synonyme de progrès. Est-ce un progrès que de changer notre conception de l'intégrité humaine?
Pourquoi dis-je cela? C'est parce que lorsque nous utilisons un vaccin à ARN messager sur des personnes en bonne santé, et pour moi cet aspect sain est vraiment important, nous considérons que l'être humain est un outil biotechnologique qui produit un virus, une protéine virale. Nous sommes donc enclins à devenir des producteurs. C'est une atteinte à notre intégrité humaine. C'est un aspect essentiel qu'il faut vraiment prendre en compte dans la révolution qui accompagne ce changement de l'intégrité humaine. Nous ne sommes pas une bactérie pour produire telle ou telle protéine au gré d'une volonté. L'autre aspect, c'est que cela change notre information génétique et aussi notre information sur l'hérédité. Une fois de plus, une innovation qui modifie notre information génétique, et je pose la question suivante, est-ce un progrès? C'est une innovation, c'est sûr. Mais est-ce un progrès de changer la génétique des personnes? Et, excusez-moi, la génétique des personnes en bonne santé? Nous prenons le risque de transmission avec ces vaccins au niveau intergénérationnel ou transgénérationnel, ce qui signifie que la prochaine génération n'aura peut-être rien, mais la suivante, oui. Car une fois de plus, nous touchons à des questions épigénétiques. Et personne ne peut me dire à ce jour que ces vaccins ces ARN messagers, ces particules lipidiques qui ont l'ARN messager, ne passeront pas à travers vos cellules germinales. Parce que lorsque cela entre dans la circulation, lorsque vous modifiez la vascularité du muscle, au moment où vous le faites, certaines particules entreront dans votre circulation et circuleront dans un certain nombre de cellules, que ce soit le cerveau ou un organe, que ce soit le cerveau ou les cellules germinales. Et personne ne peut dire que cela ne peut pas avoir lieu. Nous prenons donc le risque d'une transmission de modification, une façon de faire dont nous ne savons rien. Et cette dernière chose peut sembler vraiment ridicule pour des non-scientifiques, mais pour moi c'est très important. Avec de nombreux collègues, nous avons mis beaucoup d'énergie dans l'espoir de mettre au point des thérapies à base d'ARN. J'ai même été rédactrice d'un numéro spécifique sur ces thérapeutiques dans l'espoir de traiter des patients. Ce qui se passe en ce moment est terrible pour nous. Parce que cette stratégie précipitée est dans une phase où elle risque de ruiner toutes nos connaissances et la promesse de thérapie basée sur l'ARN. Parce qu'elle donnera une très mauvaise représentation, parce qu'elle est si précipitée, parce que l'expérience sur les animaux ne se déroulera pas au bon moment. Nous risquons donc de nous retrouver dans une situation où le public, ne voudra plus jamais entendre parler des thérapies à base d'ARN pour les personnes atteintes de maladies graves. C'est une fois de plus une grande préoccupation pour moi, car quel gâchis! Je vous remercie beaucoup de votre attention et je serai heureuse de répondre aux questions qui me seront posées.
Merci, Alexandra. C'est très très détaillé et je suis sûre que ce sera fantastique d'avoir la version anglaise de ces explications. Elle sera traduite en français. Vous savez, nous aurons deux versions. Vous voulez dire quelque chose, docteur Alexander? Pour remercier le docteur Alexandra Henrion de son intervention qui va répondre à beaucoup de questions. Donc on a eu pas mal de questions sur Internet, bien sûr par rapport à la vaccination. Je pense qu'on ne pourra pas toutes les proposer. Comment Astrid va pouvoir vous en poser quelques-unes. Et pour les autres auditeurs, ils ne s'inquiètent pas, il y aura la post-production en plusieurs langues et où ils auront pas mal de réponses.